Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo en playlist USA du fait du titre. Pourquoi Donald Trump? Ben oui, parce que c'est une question, enfin surtout pour vous, Français, de se poser cette question. Comment un mec comme Donald Trump, surtout si vous connaissiez le personnage avant qu'il soit élu en 2016 ou avant que vous en entendiez parler lors de la campagne présidentielle en 2015, si vous faites partie de ma génération, forcément, si vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passait aux États-Unis, c'était un nom que vous aviez forcément croisé tôt ou tard. Alors c'est un sujet que j'avais évidemment abordé, que ce soit pendant la présidentielle de 2016 comme celle de 2024, pour essayer de comprendre, pour essayer d'analyser un petit peu le pourquoi du comment un personnage comme Donald Trump a pu réussir à se faire élire président des États-Unis d'Amérique. Alors le problème, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs. Et je pense que cette vidéo, elle va être importante pour vous de comprendre tous ces éléments que, je suis désolé de vous dire, certains médias mainstream en France qui parlent de Donald Trump ont une fâcheuse tendance parfois à occulter certains détails justement pour comprendre. Même si tout le monde s'accorde à dire que Donald Trump a bénéficié d'une sorte de populisme aux États-Unis qui est mêlé à la fois à un sentiment conservateur et évidemment religieux. Ce qui est pas fou. Alors, moi j'ai toujours dit dans les vidéos que j'ai fait où je parlais de Donald Trump, que Donald Trump était un symptôme qui attire à la fois les passions comme aussi les colères, les haines. Parce que c'est Donald Trump. Parce que c'est un personnage. Parce que c'est une personnalité, c'est un caractère. C'est quelqu'un qui dénote complètement du politiquement correct qu'on attend en général d'un politicien américain. La preuve en est, c'est qu'il bouscule les conventions, il agresse, il brutalise les institutions. Et ça, évidemment, aux États-Unis, on n'aime pas. On aime bien que les choses soient réglées comme du papier à musique. L'improvisation, l'Américain, il déteste l'improvisation. Mais vous allez me dire, mais pourtant, il y a bien des comiques qui font du stand-up. Le stand-up, normalement, c'est de l'improvisation. Oui, mais c'est la seule exception. Et encore, faut-il qu'il y ait un talent derrière pour pouvoir improviser. Mais d'une manière générale, rien n'est jamais laissé au hasard. Rien n'est jamais laissé à la spontanéité. Tout est réglé, tout est paramétré, tout est protocolé, si tant est que le verbe existe, ou le mot existe. Tout le milieu professionnel aux États-Unis, vous avez des pavetons comme ça, qui vous informent, qui vous expliquent la moindre procédure, la moindre limite, à quel moment vous avez le droit d'aller pisser, à quel moment vous avez le droit d'aller chier, et comment. Ceci dit, vu qu'on a fabriqué quand même une société un petit peu d'abrutis, force est de constater que malheureusement, le film Idiocratie, dont j'ai souvent fait référence, on dit souvent que c'est une fiction et que c'était pas, ça ne devait pas normalement être un film documentaire. Parce que oui, si vous avez vu le film Idiocratie, le film, au-delà de l'histoire, est une extrapolation exagérée, caricaturée, d'une situation qui n'est pas anodine, voire très peu fantasque de ce qui se passe aujourd'hui dans la population américaine. Conséquence d'un isolationnisme, conséquence d'un amoindrissement pour certaines couches populaires, pour certaines classes moyennes, de l'éducation, l'occultation de la capacité de l'individu à avoir un libre arbitre,
capacité de curiosité, capacité à un moment donné de savoir se poser les bonnes questions, fabrication de moutons de panurge, de moutons à consommer, construction d'une société du plaisir, du désir, du divertissement, avec tout ce que ça implique en conséquence sur le plan sociétal, économique, financier et évidemment politique. Le discours du politicien américain, je vous l'avais dit, si vous parlez un peu l'anglais, il y a des moments où vous devez halluciner parce que il parle d'une certaine manière comme si on a l'impression qu'il s'adressait à des gamins de 5 ans. Avec une certaine démagogie, avec une exagération, avec un émotionnel complètement exacerbé, complètement assumé. Et donc, pendant des décennies, le système politique américain, vous le savez, c'est pas comme en France. Alors, à l'échelle de certains États, de certains comtés, il existe divers partis politiques. Mais pour ce qui concerne les affaires d'État fédéral, en l'occurrence l'élection d'un président des États-Unis d'Amérique, à quelques rares exceptions dans l'histoire des États-Unis, ça s'est toujours confronté entre, d'un côté, les conservateurs qu'on appelle les républicains, et de l'autre, les progressistes qu'on appelle les démocrates. À ceci près, c'est que ces deux partis politiques, malgré leurs divergences, ont un point commun, c'est que ce sont des partis qui défendent quand même le libéralisme, le capitalisme. Sauf qu'au fil des années, il y a un outil. Il y a un outil qui est arrivé dans les années 80, qui s'est développé dans les années 90 aux États-Unis, qu'on appelle l'Internet. Et par le biais d'Internet, les Américains ont pu avoir accès, ont pu avoir de quoi satisfaire leur curiosité par alors soit des sites spécialisés, par évidemment des vidéos sur YouTube, en dehors des réseaux sociaux qui permettent de mettre en communication des gens, voire même de se mettre en groupe. Et ça a commencé à éveiller certains esprits chez certains Américains, mais qui a très vite été atténué avec les événements du 11 septembre 2001. Là, les événements du 11 septembre 2001 ont permis un certain nombre de choses, ont permis de rameuter le patriotisme. C'est-à-dire que si tu es critique ou si tu émets un seul doute, alors tu es complotiste. Et donc tu es un traître à la nation. L'implantation, l'instauration, l'installation du Patriot Act, l'envoi d'une multitude de militaires pour amener des jeunes Américains à s'engager dans l'armée. Alors ça a duré, quoi, 10-15 ans. Au bout de 15 ans, quand les vétérans ont commencé à finir leur service et à revenir au pays, alors je crois que c'était entre 3 et 5 ans de service, et qu'ils ont commencé à raconter ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont connu, et le résultat, ça a commencé un petit peu à merder. Autant pour les républicains à l'époque de George W. Bush, qu'autant à l'époque de Barack Obama. C'est-à-dire que ce soit les républicains ou les démocrates, de toute façon, que ce soit là l'Afghanistan, que ce soit l'Irak, que ce soit la Somalie et la Syrie, il y a un moment donné où il y a des Américains qui se sont dit « ils se foutent de notre gueule ». Ils se foutent de notre gueule, pourquoi ? Parce que tout ce qu'on nous a conditionné sur la liberté, la démocratie, combattre le terrorisme, combattre Al-Qaïda, on s'est rendu compte qu'avec le temps, tout ça, c'était des esbroufs. Je vous rappelle,
quand Obama a fait ce discours où il disait qu'il allait apporter une aide de formation technique aux combattants d'Al-Qaïda. Aux combattants d'Al-Qaïda. Là, c'est même plus les terroristes, hein, c'est les combattants d'Al-Qaïda en Syrie. Vous imaginez ceux qui ont perdu un fils, une fille, un père, une mère, un enfant, dans une guerre qui finalement n'a servi à rien. Bah, tout ça, ça a eu un impact, surtout chez les Américains conservateurs, qui à un moment donné, quand Obama a fini son second mandat, et qu'on a commencé à engager sur le terrain de la campagne primaire républicaine, bah, on a installé qui ? On a installé des gens qui faisaient partie du système. Du même système qui avait plus ou moins trahi la confiance des Américains. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un mec qui s'est dit, tiens, j'ai peut-être un coup à faire. Alors, pourquoi Donald Trump s'est-il décidé en 2015 d'être candidat à l'élection présidentielle ? Bah, tout simplement parce qu'on peut dire ce qu'on veut du mec. On peut dire qu'il est populaire. Mais pourquoi il est populaire ? Parce que justement, il parle, il converse, il communique avec des gens de la populace. Il a ce discours. D'ailleurs, vous pouvez le constater si vous comprenez l'anglais. Quand vous l'entendez parler, vous vous rendez compte qu'il a un narratif qui est un peu spécial, qui est simpliste, qui est parfois familier, qui est parfois direct. Et ça c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les milieux populaires américains. Et donc, forcément, Donald Trump, quand il a commencé à sentir que dans le camp des conservateurs, dans l'électorat conservateur, il y avait un certain ras-le-bol, une certaine trahison, mieux, du côté des démocrates, beaucoup de déçus d'Obama. Et donc, quand vous avez une campagne présidentielle qui approche avec deux primaires, la primaire républicaine et la primaire démocrate, il y a un moment donné où on se rend compte qu'il y a une tendance. Et que la tendance, il y a un problème. Il y a un problème de confiance. Il y a un problème de désaffection. Il y a un problème d'éloignement, voire de convertibilité d'une partie d'un électorat au camp adverse. Car oui, certains Américains démocrates modérés, qui ont le sens des valeurs, à un moment donné, ils se sont dit, non, nous, là, on se retrouve plus du côté des conservateurs modérés que chez les démocrates. Et ce problème, il va s'accentuer lorsque Donald Trump va remporter l'élection présidentielle en 2016. C'est-à-dire que là, les démocrates, évidemment, vont commencer à complètement péter les plombs. Et ils vont commencer à aller chercher un électorat communautarisé, à mettre en exergue les minorités, la diversité, les genres, et à jongler avec ça. Pendant 4 ans, Donald Trump, il va tenter, j'ai bien tenté, d'appliquer sa politique. Mais il n'y arrivera pas totalement parce qu'il sera confronté à 2 problèmes. Le premier, c'est qu'il n'a pas la majorité absolue au niveau du Sénat, ou à moins que c'était la Chambre des représentants, je ne sais plus. Et puis l'État profond. L'administration fédérale aujourd'hui est clairement en grande majorité composée de fonctionnaires plutôt progressistes que républicains, que conservateurs.
Et donc, forcément, comme aujourd'hui d'ailleurs, on lui fout des bâtons dans les roues. Alors, en bien ou en mal, à tort ou à raison, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est en face d'une situation où vous avez une manipulation parce que, là encore, les démocrates n'ont pas supporté de voir Kamala Harris perdre face à Donald Trump. Parce que Kamala Harris, c'était la femme. Parce que Kamala Harris, c'était le symbole de la diversité. Or, elle n'a pas réussi à l'emporter. Donc, si vous voulez, au sein des progressistes américains, il y a une réelle crise identitaire. Crise identitaire, pourquoi ? Parce que si vous avez des Américains progressistes qui détestent Donald Trump, le problème, c'est que quand ils regardent du côté, de leur côté, il y a des trucs, en effet, qui ne leur plaisent pas. Le wokisme ne leur plaise pas. La manipulation LGBTQ+, ne leur plaise pas. Les applications, la mise en place des théories du genre dans les écoles ne leur plaisent pas. Le fait qu'ils envoient leurs gamins dans des universités et que malheureusement dans les universités, idéologiquement, on te fait des polémiques ou des affaires de genrés, de non-genrés. Ils sont là pour étudier les gamins, ils ne sont pas là pour faire de l'idéologie. Les BLM. Je rappelle que les BLM ont eu lieu la dernière année de Donald Trump, en 2019. Avant que ça soit Biden qui soit élu en 2020. Biden, pareil. Alors qu'il y avait un certain nombre de candidats. Je rappelle, le candidat à la primaire en 2020, vous aviez Tulsi Gabbard, par exemple. Femme, vétérante. Sauf que, un peu trop carré. Bon, elle s'est fait tellement blackbouler que finalement elle a fini par rejoindre les camps républicains et puis aujourd'hui elle est devenue directrice du renseignement. Et on avait été chercher Joe Biden parce que Joe Biden c'était le vice-président d'Obama, soutenu par Obama, donc nostalgie avec Obama et tout le tralala. Alors, en 2020, Donald Trump a perdu parce que, évidemment, beaucoup de déçus. Sauf que malheureusement, pendant 4 ans, là où les démocrates auraient dû rectifier le tir, en fait, ils ont fait tout le contraire. En plus, avec toute la foire d'une élection truquée, de fraude, que Donald Trump n'a jamais démordu, qu'il en avait été victime, etc. Ça pourrit complètement le paysage politique américain. Et à partir du moment où ça pourrit le paysage politique américain, vous avez beaucoup d'Américains qui finissent par en avoir marre et qui ne s'intéressent plus. Alors déjà qu'ils étaient très peu, les Américains, s'intéressaient un peu à la politique. Et aujourd'hui, les Américains, pour les 2/3, ne votent plus que par consumérisme. C'est-à-dire qu'un religieux qui va à la messe tous les dimanches ne votera jamais pour un progressiste, qui est pour l'avortement, qui est pour le mariage homosexuel. Ce qui est fondamentalement aux États-Unis pour les religieux, contraire à l'un des piliers de leur religion. Donc, à moins d'être un religieux modéré, esprit ouvert, avec un certain progressisme dans l'esprit, il y en a. Vous avez aujourd'hui des progressistes qui sont des religieux, qui vont à la messe tous les dimanches, tous les samedis. C'est pas incompatible aux États-Unis. Alors, c'est pareil, c'est toujours un petit problème pour nous les Français d'essayer d'assimiler ça, de comprendre ça, que la religion est une partie importante de la société américaine, que ce soit aussi bien pour les conservateurs, logique, que du côté des démocrates, ou même chez les démocrates, vous avez par exemple des Noirs africains qui
des Afro-Américains, qui sont religieux, qui vont à la messe, et pourtant qui sont plutôt progressistes et qui votent démocrate. Oui, c'est pas parce qu'un Américain est religieux que forcément c'est un conservateur, que forcément c'est un pro-Trump. C'est complètement faux. En revanche, un problème fondamental aussi aux États-Unis, c'est que dans le côté religieux, vous avez les ultras. Et là, les ultras religieux, oui, c'est un problème. Et d'ailleurs, ces ultras religieux aujourd'hui sont souvent graillés et comparés à vouloir faire des États-Unis un pays tel qu'on le voit dans la série Handmaid's Tale, je vais y arriver, qui est une série fiction sur une société dystopique américaine où le pouvoir a été récupéré par des ultra-religieux, etc. Et enfin bon, qui veulent repeupler le pays en soumettant la femme. C'est-à-dire que la femme a quasiment perdu tous ses droits civiques, etc. C'est devenu juste que des personnes qui sont juste là pour donner naissance, pour la démographie, si vous voulez. Et malheureusement, c'est un électorat. Et un électorat sur lequel les républicains sont obligés de jouer aussi. Et d'ailleurs, Donald Trump a énormément joué sur cet électorat. D'où la raison qu'il n'hésite pas parfois dans le bureau ovale à faire la prière, etc. Donc c'est pour ça que j'attire souvent votre attention sur le fait qu'attention aux États-Unis, la religion fait partie intégrante de la société américaine. Bien au-delà de ce que l'on peut voir en France, parce qu'en France on a une exception, c'est qu'on est un pays laïque, même si la laïcité à la française, en effet, on peut en débattre, là-dessus il n'y a pas de souci, je pense qu'on en est tous conscients. Mais Donald Trump, donc je disais, c'est un symptôme d'un mal-être américain, c'est un symptôme d'une désaffection, d'une perte de confiance envers la politique traditionnelle, qu'elle soit démocrate ou républicaine, et que, aujourd'hui, une infime minorité d'individus sont manipulés pour foutre le bordel. Et c'est pour ça que là, vous voyez à Chicago, il y a des affrontements, etc. Mais tous ces Américains qui veulent lutter contre le ICE, c'est les unités qui sont censées chasser les illégaux. Non, c'est pas des Américains qui spontanément, humainement, solidairement, par droit de l'homisme, par humanisme, manifestent contre les ICE pour protéger les migrants illégaux. Non, c'est des gens qui sont manipulés. C'est des gens qui sont attirés dans ce genre d'événements par d'autres gens qui eux-mêmes sont milités, payés même. On avait eu l'exemple sur des manifs MeToo, je crois, où ils avaient payé des gens pour venir. Vous aviez une annonce, payez $5 de l'heure si vous venez pendant 1 heure par heure. Donc si vous grattez un peu, ce que certains médias ne font pas, parce que sinon, surtout les médias progressistes, alors surtout pas, si vous demandez aux Américains pourquoi vous êtes là, comment vous êtes là, qui vous a informé, qui vous a aidé pour venir ici, etc., vous allez vous rendre compte très rapidement que, derrière, vous avez des associations, des mouvements, des groupes financés par des philanthropes liés politiquement, idéologiquement aux progressistes, et même, je dirais, qu'on retrouve une certaine société qui s'appelle Open Society. Ai-je besoin de vous rappeler ce qu'est Open Society? Non. Donc évidemment,
Après, les médias jouent leur rôle de focaliser, mettre les projecteurs sur « Oh, regardez, cette femme est maltraitée par un policier. Oh, regardez, ils utilisent des matraques. Oh, regardez, machin. La violence policière, etc. » Ben oui, mais le problème, c'est à force de galvaniser les gens, ben, il y en a certains esprits faibles qui se prennent pour Superman et qui pensent qu'ils peuvent aller au contact de ces policiers, de ces forces d'autorité, sans en assumer ou sans en avoir à prendre le risque de certaines conséquences. Mais je vous rassure, hein, vous avez les mêmes en France, hein, les mêmes manipulés. Hein. Si tu balances une canette ou une bouteille de bière sur un policier et que le policier t'a repéré et que 5 minutes, 10 minutes plus tard, il te fonce dessus et te matraque la tronche, t'auras beau avoir ou dire dans une vidéo ouais, regardez, violence policière, etc. Ben oui, mais évidemment, si vous ne montrez pas les images de ce qui s'est passé avant, hors contexte, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas de violence policière. Je dis simplement, c'est que parfois, il y a des situations, des contextes, qu'on a une fâcheuse tendance à remodeler une certaine réalité pour vendre justement ce discours de la violence policière. Donc évidemment, violence policière assimilable à l'action de Donald Trump, d'intervenir dans un certain nombre de villes parce que ces villes sont détenues par des démocrates et qu'il y a un certain laxisme à appliquer les lois fédérales sur l'immigration. Donc forcément, je rappelle que quand Obama avait fait la même chose, c'est-à-dire fait arrêter des illégaux et les raccompagner à la frontière, on n'avait pas fait autant de foin. Hein. Ah bah oui. Alors, pour terminer, pourquoi Donald Trump ? Parce que Donald Trump, c'est un personnage. Certains vous diront charismatique. Alors, on ne va pas polémiquer. Et qu'il s'est substitué en réalité à un moment T où il y avait une désaffection, comme je vous l'ai dit, d'une grande partie de l'électorat, tant républicain qu'une partie aussi démocrate, par rapport à des politiciens qui avaient perdu toute crédibilité. Eh bien, vous savez qu'en France, vous avez certains analystes de géopolitique et de politique qui vous disent « Attention, en France, vous pourriez, je dis bien pourriez, avoir un Donald Trump. » Parce que, vu le foutage de gueule de tout le paysage politique français, aussi bien de gauche, de droite, du centre, d'extrême gauche, extrême droite, il y a un moment donné où vous allez avoir une personnalité qui n'a absolument aucune carrière politique, qui n'a jamais été élue, qui tout d'un coup va émerger. Et évidemment qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Pourquoi pas ?» Eh bien, aux États-Unis, c'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ne pas voter pour Donald Trump ? Alors vous allez me dire « Oui, mais pourquoi ils ont voté une deuxième fois ?» Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, pendant 4 ans sous Biden, au lieu de mettre le frein, eh ben non, les progressistes, ils ont accéléré. Ils ont accéléré dans leurs idéologies moribondes, wokistes et compagnie. Même Kamala Harris se disait oui, il faut du wokisme, toujours plus de wokisme. Mais et puis je vous dis, l'infantilisation qui fait qu'à un moment donné, vous avez affaire à des politiciens, vous vous dites mais c'est pas possible. Il me prend pour un con. Ben oui. Parce que si déjà eux-mêmes sont un petit peu cons sur les bords, donc c'est pour ça que la vision qu'ont les Français aujourd'hui, ou les médias français, ou les experts des États-Unis français sur les États-Unis, sur Donald Trump, etc., sont parfois très altérés. Alors attention, il ne faut pas sublimer non plus le personnage. Il est loin d'être parfait.
Il est loin d'être performant. Parce que c'est Donald Trump, tout simplement. C'est pas forcément, ou c'était pas forcément la personne qu'il fallait pour redresser le pays. Mais au moins, il aura été un électrochoc. Mais pour vous dire jusqu'à quel point aujourd'hui c'est problématique aux États-Unis de faire bouger un petit peu les mentalités, c'est que finalement, il a été réélu une deuxième fois. Donc le fait qu'il ait été réélu une deuxième fois, j'ai envie de dire, vous comprenez comment le problème est véritablement très profond, ancré, imprimé dans la société américaine, de ces problèmes fondamentaux d'abrutissement de masse, d'ignorance, qui fait que, au lieu de s'intéresser un tant soit peu aux choses, eh bien malheureusement les gens consomment. Et là-dessus, Donald Trump, évidemment, son discours était tellement séducteur, était tellement parfait à entendre pour certains Américains. Mais le problème, c'est que, vu comment ça tourne en France, j'ai bien peur que malheureusement, un de ces quatre, vous aussi, vous ayez un jour votre Donald Trump. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Et je vous laisse méditer sur cette question. Et encore une fois, je vous le dis, faites très attention parce que vous voyez les choses de votre point de vue de Français, de votre culture de Français. Alors qu'il y a parfois certains détails, certains éléments qui font toute la différence de la compréhension du pourquoi un mec comme Donald Trump est devenu président des États-Unis d'Amérique.